Nous sommes en guerre. Si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance. Bonjour, chers auditeurs, et merci d'être là aujourd'hui pour l'édition du lundi 7 juillet. Je suis en compagnie de mon acolyte, Daniel Brisson. Merci beaucoup, Daniel, d'être là. Ben, merci beaucoup, Samuel. Ça fait plaisir. Et bonjour à tous les auditeurs, auditrices qui vont nous regarder, nous voir. Bon, aujourd'hui, nous sommes de retour de vacances en ce qui me concerne. Et puis, je voulais reprendre mes chroniques en parlant du contexte dans lequel le Canada évolue, bien sûr. C'est le sujet de la chronique. Et puis, le 9 juin dernier, il est arrivé quelque chose d'important. C'est le premier ministre canadien, Mark Carney, qui a annoncé qu'on était pour investir de façon très importante dans la défense canadienne. On était non seulement pour investir dans le futur, mais on était pour rattraper le retard. Et Ouais. puis en 2025-2026, on va faire bondir nos dépenses dans le militaire à des chiffres astronomiques. C'est quoi la situation présentement, Daniel, en ce qui concerne nos investissements et où on s'en va avec ça? Ouais, alors, c'est effectivement, comme tu l'as dit, un rattrapage en partie, mais c'est irresponsable. C'est fait de manière responsable. Donc, vous savez, le Canada a signé un traité, fait partie de l'OTAN. OK, Organisation Traité de l'Atlantique Nord. On va parler plus tard de cet aspect. Nous étions en déficit depuis des années. Nous ne faisions pas notre part. L'entente dit que le Canada devait avoir 2 de son PIB de dépenses, donc pour la défense. OK, parfait. Mais nous ne respections pas ça. Nous étions à 1,3 Et ce qui s'est produit, ben, comme tu l'as dit à l'annonce, 3,5 tout d'un coup d'augmentation. On parle de dizaines de milliards tout d'un coup qui vont être ajoutés non seulement au budget qui s'en vient, mais au déficit. Parce que le Canada, du Parti libéral, hein, qui a été responsable depuis des années avec la pandémie, entre autres, avec Justin Trudeau. Donc, son acolyte et bras droit, celui qui a poussé ces mesures irresponsables-là, Mark Carney, a été réélu. Alors, Mark Carney, qui devait être la personne qui allait dire non à Donald Trump, non aux États-Unis, ben en fait, fait exactement le contraire. Il saute dans le cerceau comme Trump le veut. Alors, Carney est actuellement, on pourrait dire, il joue le rôle de gouverneur des États-Unis actuellement. C'est ce qu'il fait. On n'est pas indépendant. On met pas notre pied à terre, on n'est pas capable de se tenir. Aucune remise en question non plus de l'OTAN, ça c'est autre chose. Mais bref, ce sont des dépenses irresponsables à un moment crucial de l'époque de l'histoire du Canada, parce que nous sommes déjà très, 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 très endettés. Mais là, dans le fond, avec ce qu'on comprend, c'est qu'on va mettre 3,5 de notre PIB au courant des 10 prochaines années dans le budget de la défense. On ajoute à ça 1,5 pour Oui. nos infrastructures liées à la défense, le renouvellement, les achats de bateaux, d'avions, etc., de systèmes informatiques et j'en passe, ce qui porte à 5 de notre PIB. Et avant, on mettait 1,3 du PIB. Exact. Donc, mais pourquoi c'est Donald Trump qui décide pour le Canada? C'est Donald Trump qui décide pour l'OTAN? C'est quoi le poids de Donald Trump ou des Américains dans l'OTAN? Pourquoi qu'on relie cette décision-là au fait qu'on veut faire plaisir à Donald Trump ici au Canada? Oui, bien, c'est clair que majoritairement, c'était les États-Unis, mais ce sont encore les États-Unis qui investissent le plus massivement dans l'OTAN. Vous savez, Donald Trump, depuis des années, critiquait le fait que des pays membres de l'OTAN, comme le Canada, la France, le Royaume-Uni et autres, ne respectaient pas leur entente signée de contribuer à leur part, à leur juste part, telle qu'entendue par le contrat. Donc, c'est ce que Donald Trump disait, de respecter. Il ne demandait pas 5, 6, 8 il demandait de respecter le 2 Maintenant, ce qui se passe, c'est que le Canada, c'est pas seulement pour l'OTAN qu'il le fait en passant. Il le fait aussi peut-être pour faire plaisir à l'Union européenne. Parce que là, on l'a vu, voulant se démarquer de Donald Trump un peu, s'en va aussi investir dans la défense
pour l'Union européenne, pour les guerres qu'il peut y avoir en Europe ou ailleurs dans le monde. Donc, exemple, Russie-Ukraine. On sait que l'Union européenne a demandé au Canada d'investir aussi là-dedans pour les aider, faire face à la Russie. Mais on s'embarque dans une logique de guerre insoutenable pour le Canada, irresponsable. On devrait appliquer une politique, un peu comme Donald Trump l'a vu aussi, une politique à la doctrine Monroe anciennement, qui avait de non-interventionnisme de l'État canadien ailleurs dans le monde. Là on joue le jeu des grands. On veut faire plaisir aux États-Unis, mais on va faire plaisir aussi à l'Union européenne. Alors, le Canada, pas capable d'être souverain, nous avons perdu notre souveraineté. Et Mark Carney risque d'être pire que Justin Trudeau pour cet aspect-là. C'est pas peu dire. Donc, on veut rétablir notre réputation auprès de nos alliés de l'OTAN en fournissant notre juste part et même en mettant et même plus. Mais on veut aussi diversifier nos fournisseurs hors États-Unis ici au Canada. Donc, on veut créer de nouvelles alliances avec les industriels européens, par exemple. Est-ce que ce sera un objectif caché de cette stratégie d'investir dans la défense, de se servir de ce poste budgétaire pour justement aller chercher de nouvelles alliances avec les Européens? Mark Carney est très, très orienté vers l'Europe. Absolument. Et encore là, c'est une façon irresponsable de le voir, parce qu'à moins qu'il avoue vouloir sortir de l'OTAN, ce qu'il ne fera pas pour le moment, ben, c'est que, vous savez, lorsqu'un pays signe une entente, comme exemple avec l'OTAN, ben, même au point de vue d'équipement militaire, doit respecter les normes établies du cadre de l'OTAN. Donc, doit avoir des équipements militaires conformes à ce que, exemple, les États-Unis veulent, l'OTAN ou d'autres pays veulent. Là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on ne développera pas une expertise à proprement parler ici. On l'a fait pour faire plaisir aux autres. Et si on s'embarque sur le jeu de faire plaisir à l'Union européenne pour des guerres par procuration qu'il faudrait terminer aussi, pour parler de paix, on parle toujours pas de paix, malheureusement. Hein, comme tu vois, on parle que le Canada devienne ni plus ni moins un pays qui va avoir un complexe militaro-industriel de plus en plus fort. On s'enligne là-dessus, on s'enligne pas sur la paix dans le passé. Le Canada était reconnu comme un pays prônant la paix. Oui, le Canada a participé à plusieurs missions à l'époque. Des fois, il ne le disait pas, hein, mais il participait quand même. Et donc, que ce soit en Libye, en Irak ou ailleurs dans le monde, a essentiellement un rôle de soutien le plus souvent, parfois d'attaque aussi, c'est juste que les gens l'ignoraient, mais toujours est-il qu'on avait une bonne réputation, plus de paix. On se rappelle des casques bleus, par exemple, c'est devenu du Canada. Donc, encore là, dans tous les conflits actuels, que ce soit Israël-Iran ou Israël-Gaza ou Ukraine-Russie ou tout autre conflit, je ne vois pas le Canada dire « Hey, on va vous préparer une table d'une ronde de négociation de paix. On veut la paix au lieu d'avoir la guerre. » Ben non. Alors là, ce qu'on fait, on s'embarque dans une logique de développement militaire plus agressive. Et on l'a vu aussi avec l'OTAN qui a pris de l'expansion. Donc, c'est deux choses différentes. Mais le rôle du Canada n'est pas redéfini et on fait plaisir, probablement idéologiquement, des gens comme l'Union européenne, Ursula von der Leyen, pour s'embarquer dans une logique et de se mettre le bras dans le tordeur. Et pour le rappeler, les chiffres, Samuel, sont importants. Tu le dis. Et juste pour leur donner la mesure aux gens, redis le nombre de chiffres que ça a, parce que ça a un impact sur le tissu social canadien qu'on a actuellement. C'est massif, là. Ah, c'est des dépenses épouvantables, là. C'est des dizaines de milliards et plus. Mais juste pour rattraper les retards depuis 2017, on parle de 12 milliards de dollars qui seraient investis dans le budget de la défense. On va porter le budget à 5 % de notre PIB, comparativement à 1,3 que nous avions. Et pour 2025-2026, pour le Canada, on va ajouter à la dette sur laquelle on paie des intérêts, 92, on ajouterait, parce que c'est des prévisions, 92 milliards de dollars en déficit, ce qui en ferait un déficit parmi les plus importants si on exclut la période COVID, 92 milliards de dollars. Et ce qu'il faut retenir de cette analyse de ces chiffres, c'est que ce sont des déficits à venir. Donc, au courant des prochaines années, ils ne seront pas résorbés par des surplus. Donc, c'est de se dire que le gouvernement, au lieu de couper dans ses dépenses de programme, va ajouter des dépenses à son budget, ce qui va faire en sorte qu'on va grossir
la dette du Canada sur laquelle on paie des intérêts. Je suis allé chercher le chiffre. Nous étions à presque 1900 milliards de dollars sur laquelle nous payons des intérêts. Et avec le déficit qu'on va engendrer en 2025-2026, on atteindrait presque le chiffre de 2000 milliards de dollars portant intérêt sur lesquels les Canadiens et les Canadiennes vont payer des intérêts. Pour vous donner une idée, là, ce que ça peut représenter là, comme budget là, de la défense maintenant, c'est autant d'argent que ce que nous donnons à nos aînés au terme de la pension de vieillesse du Canada et de son supplément du revenu garanti. Donc, c'est autant d'argent qui va à la défense. Alors, quand on dit qu'on veut créer de nouvelles alliances industrielles avec l'Europe, etc., il faut comprendre qu'une dépense dans le complexe militaro-industriel, ce n'est pas une dépense qu'on peut réserver pour un an seulement. Lorsqu'on fait affaire pour la construction de bateaux, lorsqu'on fait produire des avions, lorsqu'on achète des services informatiques, numériques pour la défense, il faut comprendre que ce sont des contrats à long terme. Donc, on engage le Canada pour les futures années. Donc, même si le gouvernement changeait, même si la tête du gouvernement changeait, les décisions qui sont prises aujourd'hui auront de l'impact dans 3, 5 et 10 ans. Ah, plus que ça. Plus que ça, donner un exemple. Et c'est surprenant quand même cette annonce parce que, veut pas, le Canada avait déjà décidé, par exemple, de renouveler sa flotte de navires de guerre, entre autres avec les États-Unis, avec Northrop Grumman en flotte de bateaux, un contrat de 10 ans et plus. Les chantiers Irving au Nouveau-Brunswick, par exemple, qui avaient eu le contrat avec Lockheed Martin, et Northrop Grumman, toute la série, vous savez, et surtout des navires de guerre modernes. Pour vous le dire, notre flotte canadienne faisait pitié parce qu'on n'a pas investi régulièrement. Hein? On était responsable là-dessus. Là, on est donc en rattrapage, mais on va au-delà de ça. Donc, ce ne sont même pas 5-10 ans, c'est vraiment 10 à 20 ans qu'on s'engage. Et est-ce qu'on a l'expertise? On a plusieurs questions et je suis content que tu aies mis ça en balance avec la sécurité de la vieillesse en investissement. C'est majeur parce que qui va payer pour ça? Qui va payer pour ces montants faramineux, irresponsables? Parce qu'actuellement, on sait, le Canada, notre population a augmenté, mais pas nativement, a augmenté par une immigration invasive de masse de remplacement. Est-ce que ces immigrants-là vont tous, du jour au lendemain, contribuer instantanément à notre portefeuille collectif global? La réponse est non. Il va y avoir des décisions. D'après moi, nécessité fait loi, comme le dit l'adage. Le Canada, dans le prochain budget, je m'attends à des coupures de dépenses. Il y a peut-être des projets qui vont prendre le bord, des projets sociaux auxquels les Canadiens et particulièrement les Québécois tenaient. Ça va être très intéressant à voir. Est-ce que, vous savez, la taxe de carbone a été abolie au Canada, sauf la province de Québec qui a la bourse de carbone encore. Ça, c'est une distinction au Canada. Mais on va peut-être désengager le Canada de d'autres programmes fumistes de dépenses. Il va falloir couper Global Affaires mondiales. Moi, s'ils coupent tous les fonds de Global Affaires mondiales, Affaires mondiales au Canada, pas de problème. Daniel, tu sais très bien qu'ils ne le feront pas. C'est un gouvernement dépensier. Ils vont plutôt peut-être augmenter d'un point, par exemple, la TPS, la taxe sur les produits et services que nous payons déjà. Ils pourraient augmenter aussi nos impôts canadiens pour l'ensemble des citoyens, des contribuables. Et puis, il faut savoir que les citoyens canadiens, sans même se voir augmenter les taxes et les impôts, paient plus cher pour maintenir son niveau de vie, notamment au terme de son alimentation, qui coûte beaucoup plus cher. Là, on parle d'une augmentation qui peut aller jusqu'à 26% du panier d'épicerie. Nous avons aussi l'augmentation du coût du logement et de sa disponibilité. Crise de logement majeure au Canada, pour ceux qui ne savent pas, mais c'est majeur d'un océan à l'autre. Créé par l'immigration irresponsable de nos gouvernements. Et puis, nous avons aussi l'accès aux soins de santé, aux soins d'éducation et aux soins et aux services de garderie pour nos citoyens également. Donc, qui est créé. Donc, puisque l'accès diminue, il faut comprendre que le coût du service augmente.
Ben Parce oui, que offre et la demande. l'offre et la demande. Donc, l'ensemble des contribuables, l'ensemble des citoyens voient leur niveau de vie diminuer Oui, par ces frais, par ces charges qui augmentent de partout. Même, donc, sans augmentation des taxes et des impôts, le budget disponible pour les dépenses nécessaires, les dépenses de base de l'ensemble de nos citoyens augmente. Donc, ça a de l'impact. Mais également, je voulais te parler d'un autre impact qu'on mhm, parle peut-être moins. C'est qu'il faut comprendre que l- la défense, lorsqu'elle se met à recruter, elle mhm. recrute pas juste des militaires qui vont aller sur un champ de bataille. Ben non. Recrute des infirmiers, recrute des infirmières, recrute des mécaniciens, recrute des agents de bureau, recrute des gens qui sont déjà en pénurie dans certains secteurs. Donc, de ce fait, s'il y a une plus grande compétition sur le Ben oui, marché pour aller chercher ces gens, évidemment que dans le marché commercial, dans le marché libre pour le reste, les entreprises vont devoir payer plus cher pour être attractifs, pour aller chercher ces ces employés, pour aller chercher ces candidats afin de combler les postes. oui. C'est une des conséquences Alors, également qu'on ne parle euh, pas souvent, entre autres. non, et tu fais bien en parler, puis je vais donner un exemple facile à comprendre pour les gens. Pensez à l'entreprise Boeing. Regardez tous les problèmes qu'il y a eu dans l'aviation civile. Hein, dernièrement, avec les derniers modèles, puis il y a eu des écrasements, il y a eu des morts, mais il y a d'autres avions qui ont passé proche récemment, des accidents techniques majeurs. Vous entendez rarement parler de ce type d'incident ou d'accident-là dans la défense militaire. Boeing est là pourtant. Alors, les meilleures ressources, les ingénieurs et autres, sont au service du complexe militaro-industriel, mais c'est la même chose dans tous les pays de l'Europe. Comme tu dis, et le Canada va prendre cette tangente-là aussi. Et ce que tu as dit, un exemple, on parle ici déjà qu'on manque d'accès aux soins de santé. Eh bien, il va y avoir des infirmières qui vont aller vers le domaine de la défense. Pourquoi? Ben, ça va être beaucoup plus payant, carrément, avec des horaires plus normaux, plus flexibles peut-être, parce que l'armée canadienne, il faut dire qu'elle est différente un peu. C'est une armée très complaisante pour beaucoup de choses. Donc, il va y avoir des accommodements plus intéressants pour beaucoup de personnel civil. Tu vas avoir de la comptabilité, tu vas avoir des services d'ingénierie, bien sûr, mais des services professionnels en informatique, par exemple. Toutes des ressources que le monde civil aurait besoin vont être reportés vers le domaine militaire. Et tu fais bien d'en parler parce qu'on parle de milliards. Le secteur public standard ne sera plus aucunement compétitif avec toutes les histoires syndicales et autres. Qu'est-ce qui va rester pour les programmes sociaux, les services sociaux? Ben, il va rester ce qui va pouvoir rester. C'est-à-dire le moins que disponibilité, moins de services professionnels, moins d'experts. Alors, on va avoir un déplacement d'emploi vers des secteurs pour combler les postes. Puis, ils vont être très agressifs. Moi, je vais le voir dans les annonces. On va le voir commencer à passer dans les annonces d'emploi de plus en plus. Et dans ces périodes-là, on crée l'incertitude mondiale aussi. Ben, le recrutement, vous savez que l'armée canadienne ben, est en pénurie de personnel aussi. Aux États-Unis, c'est reparti, mais pas au Canada. Ça fait dur. C'est ça, ou bien c'est la mobilisation générale pour tout le monde aussi. C'est un autre aspect, Samuel, qu'on pense pas beaucoup. Mobiliser des citoyens à la guerre qui ne sont pas prêts pour la guerre. Bref, le grand gagnant de ces décisions-là, ce sont les industriels qui vont pouvoir devenir des fournisseurs de Mhm. l'armée. Et l'OTAN également qui augmente sa présence, qui augmente son pouvoir, sa légitimité dans les budgets de chacun des pays membres. Est-ce qu'on peut parler comme ça? Est-ce qu'on peut Oui. dire que l'OTAN est le grand gagnant de ces décisions? Ben, l'OTAN, mais peut-être aussi, va falloir vérifier régulièrement, Samuel, ce qui se passe avec l'Union européenne et ce qui se passe avec Ukraine-Russie. Parce que vous savez que les États-Unis ils parlent quand même d'arrêter les grands conflits mondiaux majeurs. Alors, pourquoi s'aligner dans une telle logique de guerre, non seulement de rattrapage, mais de dépasser les d'au-delà et de faire des ponts pour trouver d'autres fournisseurs, se détacher des États-Unis, qui, on le rappelle, est notre principal partenaire majeur économique et social aussi.
Hein, on a beaucoup d'affinités avec les États-Unis. Donc, c'est comme si on voulait détacher le Canada des États-Unis aussi. Donc, l'OTAN va avoir une redéfinition à avoir de son rôle aussi dans le futur prochain. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir été là aujourd'hui. À tous, à la semaine prochaine. Bye.